Vous avez probablement entendu dire que l'Europe impose des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, pour protéger des millions d'emplois face à une vague d'importation bon marché. Mais que se passerait-il si cela produisait exactement l'effet inverse? Et si ces droits de douane n'étaient pas du tout une protection? Et si c'était un piège économique lent qui transformait des géants comme Volkswagen et BMW en constructeurs automobiles zombies, tout en donnant à la Chine le contrôle sur l'avenir numérique et industriel de l'Europe? Ce qui est inquiétant, il est peut-être déjà trop tard. En 2025, l'industrie automobile européenne emploie environ 13,8 millions de personnes. L'Allemagne, à elle seule, représente plus de 700 000 de ces emplois, faisant de l'automobile l'une des industries piliers de tout le pays. Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW, ce sont des noms emblématiques qui définissent l'industrie, et ce genre de puissance de marque n'est pas donné. Sauf qu'il y a un nouveau nom qui menace l'industrie. En 2025, le secteur automobile allemand a perdu plus de 50 et 1 000 emplois, soit environ 7% de l'ensemble de la main-d'œuvre en une seule année. Un coup direct porté à l'une des industries les plus importantes du pays. Beaucoup désignent un seul responsable. Voici la BYD Dolphin, une petite hybride rechargeable qui commence discrètement à apparaître sur les marchés à travers l'Europe. Elle vise précisément les acheteurs, autour desquels la plupart des constructeurs automobiles allemands ont bâti tout leur système. Destinée aux conducteurs recherchant l'efficacité, la modernité et un prix abordable, elle se vend entre 26 000 et 28 000 $, c'est bon marché, et cela bouscule le marché. C'est l'un des premiers modèles grand public de BYD conçus pour l'expansion mondiale hors de Chine. Pour les conducteurs, cela a été vu comme un salut. Pour les entreprises automobiles, c'est une menace. En 2024, l'Union européenne a emboîté le pas aux États-Unis et a imposé des droits de douane, allant de 17% à 38% sur les véhicules électriques chinois. Le gouvernement de centre-gauche allemand a voté contre cette proposition, car son industrie automobile craignait des représailles économiques. Un autre geste dans une tendance croissante, les puissances industrielles se mettaient à la pression pour se freiner, mais le marché n'a pas ralenti. La demande de véhicules électriques a continué de croître en Allemagne, avec la Chine comme principal bénéficiaire. C'est là que cela devient confus. Si ces tarifs sont censés protéger le marché automobile allemand, pourquoi certains grands PDG du secteur demandent-ils maintenant à l'Union européenne de reculer? Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz, a été à l'avant-garde de la modernisation de l'entreprise, et cela s'est notamment traduit par un virage vers les voitures électriques. Fervent défenseur des modèles hybrides et électriques, il a piloté un investissement de 12 milliards de dollars dans les véhicules à batterie après avoir pris les rênes. Källenius voit la Chine non comme une menace, mais comme un partenaire. Schilling a été convié à une visite d'État officielle de l'Allemagne en Chine en 2024. Cela a été vu comme une ouverture de l'Allemagne à collaborer avec les entreprises chinoises sur de nouveaux projets automobiles. Bien qu'il soit le visage le plus visible de cette initiative, il n'est pas seul. Les conseils d'administration de Volkswagen et BMW se sont opposés aux tarifs douaniers, envoyant souvent des ambassadeurs commerciaux en Chine. Mais ce n'est pas une question de politique, c'est une question de profit. Bien que les constructeurs automobiles allemands soient en concurrence directe avec les fabricants chinois, les deux nations sont économiquement liées, bien plus que ce que les gens pensent. Les constructeurs automobiles allemands réalisent traditionnellement plus de 30% de leurs bénéfices en Chine, où les voitures occidentales restent prisées par la classe supérieure. La libéralisation économique de la Chine ces dernières décennies a fait du pays une puissance économique. On dit que si la Chine éternue, tout l'indice DAX allemand attrape un rhume. Donc, pour des entreprises comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, la Chine n'est pas simplement un autre marché. C'est l'une de leurs plus grandes sources de profit. Mais ils en sont aussi otages. Cela soulève une question. Si les constructeurs auto européens dépendent autant de cette relation, comment les véhicules électriques chinois réussissent-ils à casser les prix à ce point? La banque d'investissement UBS est l'une des principales sources en matière d'analyse financière et industrielle. La série d'analyses par démontage de l'entreprise a examiné les finances de BYD peu après son arrivée sur le marché européen. Depuis 2020, la Chine est devenue l'un des plus grands bénéficiaires du bouleversement économique mondial. Le pays est passé d'importateur net de voitures à premier exportateur mondial. L'Atto 3 de BYD, leur premier modèle massivement exporté, a suffi à bouleverser tout le marché automobile. Et il y avait un petit secret derrière tout cela. En 2023, les véhicules électriques chinois avaient déjà un avantage de coût de 25% par rapport à de nombreux concurrents traditionnels. Lorsqu'une entreprise dispose d'un fort avantage de coût, elle bouleverse le secteur tant qu'elle le conserve. Souvent, de nouvelles entreprises lancent des produits d'appel vendus à perte. Elles attirent les clients avec des prix très bas,
puis les augmentent ou subissent des pertes jusqu'à ne plus pouvoir continuer, souvent avec une contrepartie. Parce qu'une fois que les prix augmentent, les premières vagues d'acheteurs disparaissent. Mais avec BYD, ce schéma ne semble pas se reproduire de la même manière. Tout repose sur le fait de posséder les bonnes pièces du puzzle. BMW, Mercedes et Volkswagen sont peut-être des marques allemandes, mais aujourd'hui, presque tout est un processus mondial. De l'acier brut qui compose les voitures aux puces informatiques, qui contrôle le système complexe du tableau de bord. Une voiture n'est pas fabriquée en un seul endroit. Les usines automobiles assemblent souvent des pièces préfabriquées venues du monde. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. La Chine propose déjà depuis des années une alternative à faible coût pour la fabrication, ce qui lui donne un rôle évident dans presque toutes les économies du monde. Et pour la plupart des constructeurs automobiles, seulement environ 30% des pièces sont fabriquées en interne. BYD joue un jeu très différent. Au lieu de sous-traiter la majeure partie de sa chaîne d'approvisionnement, elle produit environ 75% de ses composants en interne, grâce au secteur industriel bien établi de la Chine. Cela présente de nombreux avantages. Cela permet de réduire les coûts grâce à l'absence de frais d'importation et de coûts de transport. C'est l'équivalent d'acheter un ensemble Lego préfabriqué à l'étranger et de posséder l'usine Lego. Les véhicules électriques chinois bénéficient d'un avantage de coût et de rapidité difficile à concurrencer, répercutant ces économies sur le client. Et cela leur donne beaucoup d'argent à dépenser. En 2023, l'entreprise a pu augmenter ses dépenses en recherche et développement de 97%. Cela a été essentiel au développement de la Dolphin, un modèle plus abordable destiné à promouvoir leur marque mondialement. Le cours de l'action a décollé et continue de monter, malgré les incertitudes sur son avenir en Occident face aux droits de douane et à la pression politique. Mais cela ne la freine pas. BYD a des projets encore plus ambitieux, et l'Europe est clairement dans sa ligne de mire. BYD a un plan, et il va bien au-delà des voitures. Tout cela repose sur la vision d'un seul homme, Wang Chuanfu, le fondateur de BYD. Contrairement à de nombreuses entreprises automobiles historiques, BYD n'existe que depuis 1995. Elle n'a pas de réputation de qualité établie. Elle a débuté comme entreprise de batteries pour téléphone et n'est entrée sur le marché automobile qu'en 2003 aujourd'hui. Elle rattrape son retard. Zhuang Quanfu tente d'attirer les investisseurs les plus puissants depuis la création de son entreprise, obtenant 230 millions de dollars de Warren Buffett en 2008. Il est vite devenu milliardaire, ce qui lui a permis d'ouvrir la voie pour devenir le leader du marché automobile chinois. L'entreprise a résisté à la baisse des subventions pour les véhicules électriques imposées par le gouvernement chinois. Mais l'innovation majeure de Zhuang Quanfu pourrait se produire sous le nez de tout le monde. Actuellement, le principal obstacle à la volonté de BYD de s'imposer sur le marché européen, ce sont les questions logistiques. L'Europe possède son propre marché automobile solide, et même sans droit de douane, le coût du transport de grandes machines vers un autre continent constitue un obstacle pour toute grande entreprise. Pour conquérir le marché automobile européen, BYD devra résoudre ses problèmes d'approvisionnement et de fabrication.
Elle a peut-être trouvé un moyen d'y parvenir en profitant du déclin de l'Europe. Et cela est peut-être en train de se produire sous le nez de tout le monde. En 2026, on a appris que BYD était en pourparlers pour acheter une sélection d'usines de fabrication qui n'étaient pas beaucoup utilisées. Les 3 grands constructeurs automobiles allemands restent en forme, mais beaucoup d'autres constructeurs européens ont traversé des périodes difficiles. BYD reprendrait ses usines, et soudainement, ils pourraient apporter leur style de fabrication axé sur la chaîne de montage et la production de masse sur le continent européen. Pour ceux qui voulaient des voitures chinoises, elles seraient plus accessibles que jamais. Ceux qui n'en voulaient pas ne s'en rendraient peut-être même pas compte. La reprise des usines n'est qu'une partie du plan de BYD. L'autre consiste à acquérir des marques dormantes, à relooker leurs voitures et à créer une nouvelle gamme de voitures européennes, toutes avec la technologie, l'argent et le design chinois au cœur. Des entreprises italiennes comme DR Automobile l'ont déjà fait, utilisant des noms de voitures italiennes disparues, comme Italia, pour apposer leur badge sur des véhicules de marques chinoises, moins connues en Occident. On les a surnommés des marques zombies. C'est un modèle qui, associé au faible coût de BYD et à son attrait auprès du grand public, pourrait porter un coup fatal à l'industrie. Pourquoi l'industrie automobile n'agit-elle pas ? Pourquoi seuls les régulateurs européens semblent paniquer ? La ID.4 est le modèle électrique le plus populaire de Volkswagen, surtout connu pour la complexité de son logiciel et les délais de réparation en cas de problème. Nous avons tous connu ce moment, où le téléphone ou l'ordinateur demande une mise à jour logicielle au pire moment. Les voitures qui font pareil peuvent causer encore plus de désagréments. Les utilisateurs déplorent que les correctifs de bugs prennent des mois à être déployés, obligeant parfois à aller chez le concessionnaire pour réparer la voiture. C'est pourquoi BYD s'efforce non seulement d'être moins cher, mais aussi plus rapide. BYD a été l'un des premiers grands fabricants de véhicules électriques chinois, mais il n'est pas resté seul longtemps. Des entreprises comme NIO ont rapidement suivi, ciblant le haut de gamme avec des SUV et véhicules électriques premium moins chers que de nombreux concurrents occidentaux. Le vrai avantage était le logiciel. Les entreprises chinoises de véhicules électriques concevaient leurs voitures comme des produits technologiques, pas comme des automobiles classiques. Logiciel, batterie et expérience utilisateur ont été pensés pour fonctionner ensemble dès le début. C'est comme attendre une lettre pour une mise à jour Volkswagen, alors qu'il suffit de cliquer pour l'équivalent chinois sur un smartphone. Malgré la production de voitures, ces entreprises se voient d'abord comme des sociétés de logiciels, puis comme des constructeurs automobiles. C'est l'un des principaux avantages actuels de la Chine sur ses concurrents occidentaux. Les constructeurs automobiles centenaires, longtemps dominants, ont été contraints d'entrer à contre-cœur dans l'ère Internet. Ils n'étaient pas conçus pour un monde axé d'abord sur les logiciels, et pendant longtemps, beaucoup de leurs clients ne l'étaient pas non plus. En revanche, BYD et ses concurrents chinois ont été créés en 1995 à une époque où les logiciels et la technologie Internet faisaient déjà partie intégrante de la vie quotidienne. Leur logiciel, conçu pour la voiture, se met à jour facilement pendant vos trajets. Mais pourquoi une voiture pour les trajets domicile-travail aurait-elle besoin d'une telle technologie ? Pour l'exemple le plus frappant de l'avance du logiciel chinois, nous avons pu examiner l'une des voitures les plus haut de gamme du marché. La berline Xiaomi SU7 Max peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes grâce à sa configuration à double moteur. Ce type de performance était autrefois réservé aux marques européennes de sport de prestige. Mais ce n'est pas le moteur qui a attiré l'attention. La voiture est équipée de capteurs avancés, y compris un système LiDAR à 128 lignes. Abréviation de détection et télémétrie par la lumière, cette technologie utilise des lasers pulsés pour cartographier l'environnement du véhicule en temps réel, permettant d'analyser circulation, obstacles et état de la route avec précision. Ce qui a vraiment retenu l'attention cependant, c'est l'énorme puissance qu'il y avait derrière. Le véhicule est équipé de 11 caméras haute définition reliées à 2 puces Nvidia Drive Orin, capables de traiter 508 000 milliards d'opérations par seconde. Ce n'est pas qu'une technologie puissante pour une voiture. C'est une technologie puissante pour tout. Chaque Xiaomi SU7 Max possède plus de puissance de traitement que les ordinateurs de guidage de 500 missiles Tomahawk réunis. C'est une technologie intelligente déguisée en voiture. Chaque voiture introduite dans un pays sera un ordinateur très rapide et intelligent, partageant la route avec des centaines de milliers de modèles plus anciens. Cela a créé une nouvelle génération de véhicules définis par logiciel, conçus différemment des voitures classiques auxquelles on ajoute un logiciel. Elles ont été conçues autour du logiciel dès le début.
Dans beaucoup des modèles les plus récents, les systèmes d'IA sont au cœur de l'expérience de conduite, contrôlant tout, de la navigation et des fonctionnalités de sécurité à l'optimisation de la batterie et à l'assistance autonome. Le matériel compte, mais de plus en plus, c'est le logiciel qui est sur le produit. Cela change complètement le modèle de fabrication. L'usine n'est plus le cœur de l'entreprise, mais devient le point d'assemblage final dans un écosystème technologique beaucoup plus vaste. En Chine, cette approche devient vite la norme pour l'industrie automobile. Pourquoi un véhicule civil aurait-il besoin de plus de puissance de calcul qu'un matériel militaire s'il ne fait qu'aller au supermarché? Au début, l'entrée du marché chinois sur le marché automobile européen semblait assez simple. Les constructeurs automobiles européens fabriquaient des voitures vieillottes et chères, inadaptées aux goûts et budgets actuels. La nouvelle génération d'adultes peinait à joindre les deux bouts, et soucieuse du climat, hésitait à acheter une voiture gourmande en carburant. Les voitures électriques chinoises, élégantes et produites en masse, paraissaient idéales pour le marché, et cette demande semblait déjà démontrée. Sauf que ces chiffres ne collent plus vraiment. La Chine avait déjà pris pied sur le marché automobile européen grâce à de forts échanges commerciaux. Mais cela est soudainement devenu un problème, contrairement à avant. Les gouvernements européens redoutaient non seulement de perdre des parts de marché, mais aussi de ne plus contrôler l'une de leurs industries majeures. Par crainte, ils ont imposé des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Cette décision risquait non seulement de bouleverser le marché automobile, mais aussi de déclencher une vaste guerre commerciale entre ces deux économies liées. Les droits de douane, une fois augmentés, touchent souvent plusieurs secteurs. Les véhicules électriques chinois modernes ne sont pas juste des voitures avec des batteries à la place d'un réservoir d'essence. Il ne s'agit même pas des voitures high-tech produites aujourd'hui par des entreprises comme Tesla. Chaque véhicule électrique chinois en Europe est doté d'une technologie avancée, en faisant un véritable centre de données mobile. Ils cartographient le terrain et créent un schéma précis de chaque kilomètre. Cette carte fait ensuite partie des données de l'ordinateur pour les trajets futurs, mais nul n'est certain que ces données y restent. Ces dernières années, les experts en cybersécurité se sont davantage penchés sur la télémétrie des véhicules connectés. Elle réunit la transmission en temps réel des données GPS des statistiques moteurs et des données utilisateurs, censées être protégées par des mesures strictes de cybersécurité. Mais bien que ces machines soient équipées de protection contre le piratage et les fuites de données provenant de sources externes, personne n'est certain qu'il en soit de même pour les sources internes. Le président Xi a accru le contrôle de l'État sur les industries stratégiques, maintenant des liens étroits entre les entreprises et le gouvernement chinois. Ces voitures connaissent les infrastructures occidentales mieux que beaucoup d'habitants. Leur présence sur les routes européennes va croître avec l'impact grandissant des voitures à bas coût, qui s'apprêtent à dominer le marché et les routes. Pourquoi l'Europe veut-elle soudain stopper les véhicules électriques chinois? Surtout après avoir passé des décennies à délocaliser une grande partie de la production mondiale vers l'Est, tandis que sa propre base industrielle s'affaiblissait lentement au fil du temps. Aujourd'hui, la Chine voit une opportunité, l'Europe une menace. C'est pourquoi la réponse par les droits de douane est si risquée, souvent vue comme un pari économique dangereux. Dès qu'un côté hausse les barrières, l'autre réagit généralement. Les prix montent, les chaînes d'approvisionnement se tendent, et les deux économies subissent. Pourtant, l'UE tient bon, car il ne s'agit pas de voitures. Les droits de douane pourraient accélérer le déclin des constructeurs automobiles européens et les rendre vulnérables au rachat. La guerre des voitures électriques n'est en réalité qu'un conflit par procuration dans la bataille pour la souveraineté logicielle. L'arrivée de voitures électriques chinoises ne fait pas qu'ajouter une nouvelle option sur le marché automobile européen. Cela amène des millions de centres de données mobiles sur les routes d'Europe, et ils transmettent potentiellement des schémas concernant toute l'Europe, de l'autre côté de la mer à la société mère. Et au milieu de cette bataille économique, une guerre autour des voitures électriques n'est qu'un affrontement par procuration dans une guerre des données bien plus vaste. Mais il est peut-être déjà trop tard. Les tarifs douaniers européens sont une arme du XXe siècle face à une cible du XXIe siècle. Alors qu'elle construit des murs pour bloquer les voitures et protéger ses usines, un cheval de Troie numérique est peut-être déjà passé par la grande porte. Ce n'est pas le seul domaine où une manipulation de grande ampleur est en cours. Regardez, 12 scientifiques américains ont disparu ou sont morts. Que se passe-t-il? Pour connaître la sombre vérité sur le plus grand mystère scientifique, regardez cette vidéo.